Et Marion, au sommaire de ce journal, la région Pays de la Loire qui va finalement rejoindre Poitou-Charentes dans le cadre de la réforme territoriale. Le président de la République a fait son choix pour passer de 22 régions à 12. Les Pays de Loire vont donc fusionner avec le Poitou-Charentes et non la Bretagne. L'octogénaire Thérèse Lanoë n'a pas donné signe de vie depuis qu'elle a quitté le foyer où elle résidait à La Flèche. Les recherches ont commencé samedi matin. Elles se sont poursuivies toute la journée, en vain. Et puis les 24 heures du Mans, J-12, la journée test avait lieu ce dimanche. Et déjà, la compétition est très vive entre Audi, Porsche et Toyota. Mon invité ce soir sera Pierre Guillaume, le vice-président de l'UFC Que Choisir en Sarthe. Avec lui, nous évoquerons la charte du jardinier au naturel. L'annonce est donc tombée en fin d'après-midi. Ce lundi, la région Pays de la Loire fusionnera finalement avec la région Poitou-Charentes. Oui, existe un rapprochement avec la Bretagne. C'est donc le Poitou-Charentes qui a été préféré. Ce scénario avait déjà été envisagé la semaine dernière. Des échanges avaient eu lieu entre les deux présidents de région, Jacques Auxiette et François Macaire, ainsi que Ségolène Royal. Et aujourd'hui, la fusion aurait été actée. Cet après-midi, François Hollande l'aurait annoncé par téléphone à Jacques Auxiette. Cette nouvelle carte des régions A12 doit maintenant être officialisée. Pas de commentaire pour l'instant de la part du président de la région des Pays de Loire. Les élus du Val-de-Sarthe se mobilisent pour une route plus sécurisée. Et pas n'importe quelle route, il s'agit de la départementale 23 entre Le Mans et la Suze. Un accident avait eu lieu le 15 mai dernier à hauteur du Carrefour en direction de Voivre. Un enfant de 5 ans avait perdu la vie. Le 23 mai, un autre accident avait eu lieu au même endroit. Depuis, il est interdit de tourner en direction de Voivre. Mais cet après-midi, les élus du Val-de-Sarthe manifestaient pour demander la mise en place d'un tourne à gauche sécurisé. Écoutez Martine Connet, la maire de Voivre-lès-Le Mans. On réclame qu'une tragédie comme on a connu ne se repasse pas. Et donc on réclame un tourne à gauche. C'est pour ça qu'on a appelé la préfecture lors du 3e accident pour demander immédiatement la pose d'une interdiction de tourner à gauche. Mais il faut que ça soit provisoire parce que bien sûr ce n'est pas toujours respecté. Et l'idéal, c'est quand même bien un aménagement du carrefour avec un tourne à gauche. La communauté de communes revendique la même chose, l'aménagement du carrefour. On y passe régulièrement et on sait que c'est un endroit très dangereux. Les recherches se sont poursuivies du côté de La Flèche pour tenter de retrouver une octogénaire. Thérèse Lanoë a été vue pour la dernière fois vendredi après-midi. Depuis, plus de nouvelles. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Après un week-end de recherche infructueuse, les plongeurs continuaient ce matin à sonder le lit du Loir. Mickaël Texier était sur place. Vers 13h, Thérèse Lanoë quitte son foyer logement de La Flèche. Vendredi, elle se rend dans ce bar où elle a ses habitudes, en sort. Et depuis, aucune nouvelle de l'octogénaire. La gendarmerie est alors prévenue. Rapidement, les recherches s'orientent vers le Loir. L'hypothèse qu'on envisage pour l'instant, une des hypothèses de travail bien évidemment, est la chute accidentelle éventuellement dans l'eau ou volontaire, renforcée par le fait qu'une équipe cynophile du GIC de Feneux est venue également avec l'aide d'un chien de Saint-Hubert et qui lui a réellement marqué un point de passage de la victime aux abords du Loir. Patrouille, hélicoptères, plongeurs venus de Nantes, une vingtaine de gendarmes participent régulièrement aux recherches du point de chute supposé jusqu'à Bazouges sur le Loir, où se trouve le premier barrage en aval. Il faut sonder 5 km de rivière. La tâche n'est pas mince. Autre hypothèse explorée par les enquêteurs, celle de la fugue. La gendarmerie réitère son appel à témoins. J'invite toute personne qui serait susceptible d'avoir des informations concernant cette disparition à composer tout simplement le 17, puisqu'un appel à témoins a été passé par voie de presse. En composant le 17, toute personne qui est en mesure de nous donner des éléments concernant cette disparition sera la bienvenue et sera aussitôt exploitée et analysée. Si les recherches restent infructueuses ce lundi, elles reprendront mardi. Et ce soir, l'octogénaire reste introuvable. Les recherches reprendront donc demain. Allez, on parle sport à présent avec le coup d'envoi de la grande quinzaine des 24 heures du Mans. Oui, ça a commencé ce dimanche avec la traditionnelle journée test. 56 voitures participaient aux essais libres. Et la grande bagarre semble déjà lancée entre Audi, Toyota et Porsche. Retour sur cette journée avec Yannick Morfin et Amoun Chapsoudine.
Au programme de cette journée d'essais libres, quelques tours de piste pour les pilotes, mais surtout beaucoup de réglages pour les mécanos. Pour Porsche, qui fait cette année son grand retour après 16 années d'absence au Mans, l'objectif numéro 1 était d'apprivoiser au mieux le circuit. On a beaucoup essayé de choses ce matin, notamment aérodynamique, notamment sur les amortisseurs. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Nous, c'est la première fois qu'on vient ici, il ne faut pas l'oublier. On n'a aucune base de données comparée à nos concurrents, donc on doit tout apprendre. Même pour Audi, grand habitué pourtant du circuit Manceau, le travail n'a pas manqué. Aujourd'hui, on essaie beaucoup de choses sur la voiture, on essaie de trouver une bonne balance, une voiture stable, dans laquelle on a confiance et de ne pas être sur un fil partout. Parce qu'une course de 24 heures, c'est long et la concentration n'est pas toujours facile. Si les chronos étaient secondaires, certains pilotes, notamment les novices, avaient tout de même comme obligation d'effectuer 10 tours de circuit. C'est le cas par exemple du Manceau, Vincent Capillaire. Ça, c'est première chose cochée, c'est fait. Après une petite nuit, parce que je reviens du Castellet, on a fait 900 km dans la nuit, j'ai dormi 1h30, donc voilà, il faut se réveiller un petit peu ce matin, mais c'est tellement un bonheur que voilà, l'excitation prend le dessus. C'est juste incroyable, même si je la connais, parce que je travaille là toute l'année, mais de débarquer dans une Audière, se dire voilà, j'écris une nouvelle toute petite page, en plus de la centaine d'années quasiment qui s'est écoulée, incroyable quoi. Prochain grand rendez-vous de ces 24 heures à partir de dimanche prochain avec le pesage. Et puis Marion, je sais que ça ne vous a pas échappé du tout. Patrick Dempsey est de retour aux 24 heures du Mans. Oui, le pilote le plus glamour de la compétition participe pour la 3e fois aux 24 heures. Comme en 2013, son écurie Dempsey Racing engage une Porsche 911 RSR en partenariat avec l'équipe Proton Compétition. La voiture porte le numéro 77. Pour cette journée test, Patrick Dempsey essayait pour la première fois son nouveau bolide qu'il a reçu dans la semaine. Il nous livre ses premières sensations au micro d'Amoun Chamsoudine. La vitesse est assez bonne, on a encore un peu de travail à effectuer, mais je pense que pour la première session, on peut être content. On va faire quelques réglages maintenant et puis on verra comment ça se passe, mais c'est vraiment génial d'être ici. Et puis en sport toujours et en football, on a appris que le MM Arena pourrait accueillir l'équipe de Caen pour 2 matchs de Ligue 1 en août, Caen-Lille et Caen-Rennes. Le club normand sera en effet privé de son stade du 23 août au 7 septembre en raison des Jeux équestres mondiaux. Joint par téléphone cet après-midi, le club caennais a confirmé être en négociation avec le Mans Stadium. Il est temps d'accueillir l'invité de ce journal. Ce soir, c'est Pierre Guillaume, le vice-président de l'UFC Que Choisir Sarthe. Bonsoir Pierre-Guillaume. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes effectivement vice-président de l'UFC Que Choisir Sarthe et responsable de l'environnement. Et vous venez nous parler de la charte du jardinier au naturel. C'est une charte qui existe depuis 3 ans, que votre association soutient. L'objectif, faire baisser l'utilisation des pesticides, c'est cela ? Absolument, oui. Ça part du plan régional santé-environnement 2008-2018, ça s'appelle le plan Éco-Phyto, et qui a comme objectif de réduire de moitié la quantité de pesticides utilisés. C'est un objectif très important, sachant que les grands consommateurs de pesticides sont les agriculteurs, avec au moins 90% des quantités vendues. Et également, bien sûr, dans les 10% qui restent, les jardiniers amateurs, les collectivités locales et des structures comme les autoroutes ou la SNCF. Et par rapport à cette initiative, vous avez une date butoir 2022 avec l'interdiction de la vente de pesticides, c'est ça ? Cette année, en début d'année, il y a la fameuse loi Labbé qui a été votée, qui interdira la vente aux particuliers en 2022 et en 2020 pour les collectivités territoriales. Alors un mot justement, vous parliez des agriculteurs. Cette charte, elle les concerne, vous l'avez dit également. Des fermes expérimentales ont été mises en place, c'est ça ? Oui, pour expérimenter à grande échelle, sur des exploitations existantes, la réduction de l'utilisation des pesticides. Donc les résultats, bien sûr, sortent progressivement. Ils sont très intéressants, comme les résultats d'autres projets, d'autres plans. Par contre, on sent un freinage du côté du milieu agricole pour démultiplier ces expériences et les appliquer au plus grand nombre possible d'exploitations. Des discussions sont en cours Absolument, avec oui. eux. Oui. Le grand public est également concerné, les jardiniers comme vous et moi. Pour les atteindre, comment faire ? Comment faites-vous ? Eh bien, on passe par les magasins qui vendent
ces produits phytosanitaires, les jardineries, et puis également bien, les grandes surfaces, elles ont toutes un rayon phytosanitaire également. Et le but, c'est d'appeler le plus grand nombre d'entre elles à signer cette charte pour conseiller des alternatives aux pesticides. Dans chaque cas, il y a toujours au moins une alternative aux produits chimiques. Donc c'est le but de la charte. Les vendeurs sont formés. D'accord. Voilà. Et puis ils reçoivent des outils de communication qu'ils mettent dans les rayons, en particulier des jardifiches. Il y a une dizaine de jardifiches par rayonnage, hein, les gazons, les arbustes, les taillis, les couverts et autres. Et également, nous participons à une communication pour promouvoir cette charte par différents moyens. Ce soir, par exemple, ou des réunions débats ou des interventions en jardinerie. Je peux vous indiquer que samedi prochain, à la Ferté-Bernard, dans le magasin la jardinerie Point Vert, nous serons présents de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Alors, l'autre action, pour terminer très brièvement, c'est essayer d'inciter, vous l'avez dit, des magasins à participer. Pour l'instant, il n'y en a que 12 dans le bassin concerné en Sarthe. C'est peu ? C'est peu par rapport à d'autres bassins. Alors, l'expérience, cette charte s'applique sur le bassin de Luynes. Dans la région, il y a au moins l'expérience dans un bassin, dans la Sarthe, c'est Luynes. C'est piloté par l'Institut interdépartemental des bassins de la Sarthe et de Luynes. Vous aimeriez l'étendre ? Oui, on aimerait bien l'étendre, mais je crois que cette loi Labbé va nous aider, parce que si les magasins ne peuvent plus vendre de phytosanitaires, il faudra bien déjà au moins compenser le chiffre d'affaires. Merci beaucoup Pierre-Guillaume d'avoir été avec nous pour nous présenter cette charte du jardinier au naturel. Merci Marion pour ce tour complet de l'actualité sartoise. En ce lundi, dans un instant, à suivre la météo de Romuald Besson.